Bien, bonjour à tous. Voici ici la correction d'un exercice que vous avez ici par rapport à votre chapitre 6, donc ici à votre page 153 de votre livre d'exercices. Ceci est en correspondance avec la théorie ici dans votre chapitre numéro 8 sur la stabilité externe des murs de soutènement, dans lesquels on vous demande simplement de vérifier la stabilité externe du mur de soutènement en prenant en compte les trois critères de stabilité qu'on a expliqués en classe, qui sont le critère de renversement, de glissement et de pression au sol. Vous retrouvez ici les consignes qui étaient assez basiques et qu'on a fait ici en classe ensemble, sur le fait que on va prendre dans les réponses le plus possible 2 chiffres après la virgule dans les réponses, sauf si il y a une valeur qui est finalisée au millième près à 5 unités, et là on le laissera avec 3 chiffres après la virgule dans la réponse. Et par contre, tous les coefficients de poussée et de butée, là on les prend avec 3 chiffres après la virgule. Alors je reviens ici sur cette vidéo à votre page 173, où vous voyez ici en fait, on a un mur de soutènement que moi j'ai estimé celui qu'on avait à l'école, donc ici rue Hollen à Verviers. Et là-dessus, j'avais juste eu l'hypothèse de rajouter un câble ici au sommet du mur. Et ce câble, j'ai fait exprès, bien évidemment, il n'est pas présent en réalité, de le poser à 120 kN, donc plus ou moins 12 tonnes de tension, ici. C'est tout à fait imaginaire, il n'est pas là en réalité, mais on l'imagine. Et pour contrebalancer ça, vous voyez, j'ai placé ici un tirant d'ancrage incliné de 12 degrés, ici, à plus ou moins 3,20 m de la hauteur du sol. Le talus naturel ici est descendu à 40 cm de la tête du mur, qui est un voile en béton armé, et le terre-plein est ici incliné de 10 degrés par rapport à l'horizontale. Alors il y a un sol ici derrière le mur, qui a les caractéristiques ici en poids volumique et en angle de frottement interne. Il y a un deuxième sol ici en dessous qui possède une adhérence, qui a une influence, cette adhérence, dans le deuxième critère qu'on le verra ici ensemble au glissement. Et puis il y a un troisième sol ici à votre gauche, ici à l'avant, avec un poids volumique différent et un angle de frottement interne similaire à celui qui est derrière. Vous voyez ici en rouge et en bleu, il y a deux parois de nature en termes de rugosité différentes. Il y a une paroi à droite en rouge qui est considérée comme rugueuse et une paroi à gauche en bleu qui est considérée comme lisse. Donc les efforts de 1 à droite et à gauche ne sont pas les mêmes, bien évidemment, sur le mur, puisque là on aura la poussée, ici on aura la butée. Mais en plus de ça, vous avez des natures différentes. Donc la représentation de la poussée sur le mur va être différente pour une paroi rugueuse que si la paroi était lisse. D'accord ? Alors ce que je vais faire d'abord ici en premier lieu, je vais vous montrer comment j'analyse ici le schéma d'énoncé. Alors je m'excuse d'abord au préalable de la qualité des annotations que j'ai effectuées sur la résolution. Ça n'entrave en rien normalement votre compréhension, mais bon voilà, le soin, j'ai essayé d'être le plus soigneux possible, mais c'était pas dans la priorité absolue, c'est annoter ce schéma de la même manière que ce que je l'aurais fait en classe, avec les explications que je vous donne ici en direct sans aucun problème. Alors ici, pour essayer d'avoir les deux en correspondance pour que ce soit plus clair pour vous, vous le voyez ici, on va avoir un mur de soutènement, là-bas, avec un centre de rotation au niveau du renversement qui est ici, qui est le point haut. Si j'analyse ce qui m'est donné ici comme information, on a ici le tirant d'ancrage, comme je vous ai dit, qui est incliné de 12 degrés. Ça inclut une composante horizontale Tx et une composante verticale Ty. De la même manière, ce massif de terre va engendrer, comme vous le voyez, une poussée P qui va être inclinée de combien de degrés ? Je suis sur une paroi, ici, toute la hauteur, qui est rugueuse. Donc si j'ai une paroi qui est rugueuse, je reprends ce que j'ai vu dans les exercices des chapitres précédents, chapitre 5, ici dans vos calculs. Une paroi rugueuse, elle amène une poussée inclinée à 2/3 de phi plus le fruit de mur. Alors ici, il n'y a pas de fruit de mur puisque la paroi elle est rugueuse, elle est verticale, mais elle est rugueuse. Donc le fruit vaut 0, mais la rugosité, elle, vaut 2/3 de l'angle de fondement interne, donc 2/3 de phi, 2/3 de 30 degrés. Donc je vais incliner cette poussée, comme vous le voyez, de 20 degrés. Alors si j'incline une force d'un système en équilibre, d'office, ça va induire
une composante à cette force oblique verticale que j'appellerai moi ici PY, et une composante horizontale ici que j'appellerai PX. Alors, autre chose, on le voit ici dessiné en bleu. Tout ce trapèze-là, c'est un trapèze de terre que vous voyez ici, qui a un certain poids volumique, et dont en fait son action se place ici verticalement. Et je l'ai appelé cette force poids des terres, donc PT, et indice D, on le voit là pour à droite du mur. Il y a la même chose ici en bleu ciel pour le poids des terres vertical qui s'applique sur le haut de ma semelle, et en bleu ciel, c'est ce que j'appelle PT, donc poids des terres, AG, G à gauche de notre mur. Vous avez ici forcément à 120 kN la force du câble. On retrouve ici en noir le W qui est le poids du mur, que je ne sais pas encore où il s'applique, je ne sais pas son intensité, mais c'est pas grave, je peux le dessiner quand même. Et vous retrouvez ici le phénomène de butée. Donc là, il faut bien faire attention que ici, de tout le massif de terre, on a l'application d'une poussée, et ici, à gauche, on subit un phénomène de butée, le mur se déplace vers la gauche, et les petites terres ici butent contre le mur pour éviter qu'il se déplace trop loin horizontalement. Alors, dans l'énoncé en lui-même ici, je vous ai mis quelques données en évidence, à savoir la capacité portante du sol qui est à 2,3 kg par cm². Ça, on en aura besoin dans le troisième et dernier critère, qui est votre critère donc, de résistance à la pression au sol. Alors, le poids volumique du béton qui compose le mur, je l'ai mis ici en bleu plus foncé. On ne le voit pas bien puisqu'il y a le trait jaune qui l'enlève, mais c'est 25 kN par mètre cube. Le coefficient de poussée des terres à droite ici et à gauche, ici je l'ai pris de manière équivalente à 0,340 pour le coefficient de poussée K gamma. Les codes sont fournis en centimètres, donc tout ce que vous voyez ici sont fournis en centimètres. Et bien évidemment, comme c'est K gamma, on va aller chercher la valeur de Poncelet en termes de poussée telle qu'elle. Alors on pourrait avoir une légère différence entre le coefficient de poussée ici à droite, puisqu'il y a une petite inclinaison de 10 degrés dans le calcul du coefficient à 0,340, et on pourrait avoir une légère différence ici par rapport à la paroi lisse et au terre-plein horizontal. J'aurais pu différencier les deux coefficients, bien évidemment, et ça aurait été tout à fait pertinent de le faire. Maintenant, pour une facilité de compréhension pédagogique, j'ai laissé les mêmes coefficients à droite des terres et à gauche des terres. Normalement, on aurait dû les séparer en valeurs. On aurait dû avoir une valeur K gamma pour les terres à droite et une valeur du coefficient K gamma pour les terres à gauche. Je ne l'ai pas fait par souci de simplification pédagogique, je le répète. Alors, une fois que j'ai analysé un peu toutes les forces que je vais devoir calculer moi ici dans mon calcul, je vais passer maintenant aux intensités. Comment je calcule en fait ces valeurs ici pures et dures dans mon calcul. On va prendre ici la première, la plus simple, qui est le poids du mur. Alors le poids du mur, c'est pas compliqué, vous le voyez ici, je l'ai mis sur le schéma et on le retrouve ici. On a deux parties, on a la semelle plus le voile, que je calcule en termes de dimensions. Donc au final, en les multipliant ces dimensions, j'obtiens des surfaces. Et en additionnant ces surfaces, si je le multiplie par le poids volumique de mon mur, j'obtiens le W ici en noir, qui est à 71,75 kN. Donc c'est important de respecter partout les mêmes unités. J'ai pris ici des kilonewtons et des mètres. Donc je transforme toujours les distances que vous voyez ici en mètres et pas en centimètres. Quand j'ai ici ma première force, le poids du mur, je vais avoir le poids des terres sur la semelle à droite. C'est la force ici que vous voyez en bleu, le PTD. Alors le PTD ici, j'espère que vous le voyez suffisamment bien sur le schéma, c'est un petit trapèze que j'ai mis en évidence ici en mauve. Et ce trapèze, je vais calculer ses dimensions. Alors la dimension de gauche, je la connais, les 4,60 m sont déductibles de quoi ? Sont déductibles de cette grande hauteur d'écran ici, 5 mètres, moins les 40 cm ici de début du terre-plein, donc je suis à 4,60 m.
Et puis, j'ai qu'à calculer les 4,60 m plus le petit côté ici au-dessus, en connaissant ici les 2,70 m qui sont la longueur ici horizontale de ce côté. Les 10 degrés, je peux trouver la petite hauteur là que je rajoute aux 4,60 m et ça me donne les 5,08 m au total. Donc pour le calcul ici du poids de ces terres, je fais la surface du trapèze fois le poids volumique des terres. La surface du trapèze, vous l'avez ici en mauve. Grande base, petite base fois la hauteur sur 2 fois 18 kN par mètre cube, le poids volumique des terres à droite. Alors vous voyez qu'ici, moi c'est parce que je travaille avec un trapèze qui est mis à la verticale et pas à l'horizontale, mais la hauteur du trapèze, c'est bien les 2,70 m, la grande base, les 5,08 m, et la petite base, les 4,60 m. Alors, troisième force qui est ici, la butée à gauche du mur, donc ce que vous avez ici en orange, la petite force qui a été soulignée avec le symbole attention en rouge. Comment je calcule ça? Il faut se rappeler d'abord au départ que la butée se matérialise dans la formule un peu comme la poussée, sauf que le coefficient il est différent. Et ce coefficient, c'est Kp ici dans la butée. Ce n'est plus K gamma, c'est Kp. Et comment est-ce qu'on calcule Kp? On calcule Kp en faisant 1 sur le coefficient de poussée. Donc ici, 1 sur le coefficient K gamma. Alors je répète ici que 1 sur le coefficient K gamma, ici je prends 0,340, qui aurait pu être pris de manière un petit peu différente en valeur. J'aurais pu vous donner la valeur exacte, mais je l'ai simplifié, je l'ai mis en forme beaucoup plus simple. J'ai mis que K gamma était à 0,340. Donc en faisant 1 sur 0,340, j'arrive à 2,941, qui est beaucoup pour un coefficient. Mais voilà, les coefficients de butée sont toujours plus importants que les coefficients de poussée. Alors comme le parement est lisse et vertical, j'ai bien précisé, parement est lisse et vertical, la valeur de Bx est égale à la valeur de B. Je reprends ce que je vous avais montré ici dans les chapitres précédents. Quand j'ai un parement lisse et vertical, les valeurs des poussées, voire même des butées, c'est le même concept, forcément les valeurs des poussées et des butées sont horizontales, et donc c'est la même chose que les poussées horizontales ou les butées horizontales. Donc nous ici dans notre cas, on a une valeur de force B qui est équivalente en valeur numérique et en représentation à la butée horizontale. Et ici, si je fais 1,5 fois 2,94 fois 19,5 fois 1,2 au carré, j'arrive à 41,29 kN. Alors pour ce qui est de la force horizontale au sommet du mur, c'est les 120 kN, c'est ce que vous voyez ici au-dessus. Ça c'est donné, donc je ne fais que retranscrire la valeur. Par contre, pour le poids des terres situé sur la semelle à gauche de votre mur, c'est un rectangle qui est formé de 80 cm de haut et 1,10 m de large. On le voit ici. Et je vais multiplier ce rectangle de terre par le poids volumique du sol en question à gauche, à 19,5 kN par mètre cube, et j'arrive à 17,16 kN. Ça va? Donc, en refaisant le topo des 5 forces que je viens de calculer, j'ai fait W le poids du mur, PT à droite le poids des terres à droite, PTG le poids des terres à gauche, j'ai fait la butée, et il y a encore la force ici à 120 kN telle qu'elle est. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester le calcul de la poussée P avec les composantes Px et Py, et il me restera les composantes Tx et Ty pour le tirant d'ancrage. Ça va? C'est ce qu'on va faire ici. Regardez, à votre page suivante. Le calcul de la poussée, il est assez simple, c'est 1,5 fois K gamma fois le gamma à droite fois la hauteur des terres en contact avec le mur qui était de 5 mètres au carré. Et donc avec ça, vous voyez, j'arrive à une valeur de 76,50 kN. Alors certains me diraient, monsieur, 5 mètres, non, c'est faux, c'est 4,60 m comme vous nous l'avez expliqué ici dans le calcul avec les terres, là, pour le poids des terres à droite du mur. Alors non, c'est bien 5 mètres. Pourquoi? Parce que la terre démarre ici, sur 4,60 m, mais il ne faut pas oublier qu'ici,
sur la hauteur des 40 cm, il y a aussi une poussée de la terre. Donc c'est bien 40 cm plus les 4 mètres 60. Donc ça fait bien 5 mètres au total ici, là-dessus. Ça va? Alors le parement, nous ici, il est rugueux et vertical. Donc s'il est rugueux et vertical, je suis dans le cas de figure ici. Ça va? Je vais avoir une poussée. Bon, nous, on n'est pas avec plusieurs couches de sol. On en a qu'un, mais c'est pas grave. On se concentre sur une couche et on aura compris. On va avoir une poussée P qui va être inclinée d'un angle équivalent à 2 tiers de phi. 2 tiers de 30 degrés, puisque c'est l'angle de fondement interne à droite, ici. Ça va? Et 0 degré, parce que le fruit du mur ici, il vaut 0. Donc moi, au final, je vais avoir, et je vous l'ai mis ici à droite, là, en mauve, je vais avoir les 76,50 kN la valeur de la poussée. En bleu, je vais avoir la composante horizontale ici, comme en bleu, en faisant P fois le cosinus de 2 tiers de 30 degrés, plus 0 degré, parce qu'il n'y a pas de fruit de mur, ok. Donc j'arrive au 71,88. Et pour PY, qui ne serait pas destiné ici, mais qui existerait, nous, dans notre calcul, pour PY qui est là-bas, ce serait P fois le sinus de 2 tiers de l'angle de fondement interne phi, plus 0 degré, puisqu'il n'y a pas de fruit de mur que je n'ai pas matérialisé ici. Et j'arrive à 26,16 qui est matérialisé ici. Alors, pour ce qui est du tirant d'ancrage, le tirant d'ancrage, forcément, il est incliné de 12 degrés. Donc, pour trouver Tx, on va faire les 12 degrés en projection du cosinus pour trouver Tx, la composante horizontale, 80 fois cos de 12. J'obtiens 78,25. Et pour la verticale Ty, c'est 80 fois le sinus de 12 degrés. Donc là, j'ai calculé toutes mes forces. Et je vais mettre en place ces forces dans un schéma rendu libre pour comprendre comment les forces vont être mises en place dans le premier critère à calculer, qui est ici le critère que nous on prenait au renversement. Donc par rapport à ce critère au renversement, on calculait toutes nos forces, comme je vous l'ai expliqué en classe. On se fixait un axe de rotation, le point O, que l'on avait mis nous ici dans le schéma là-bas, qui était le centre de rotation, on le voit ici. Et puis, on allait terminer le calcul en calculant toutes les sommes des moments stabilisants et toute la somme des moments déstabilisants. Et pour ça, on va devoir s'aider du schéma rendu libre qui nous permet de savoir quelle serait la force stabilisante et déstabilisante. Alors voici ici le schéma rendu libre complété. Alors, je vous rassure, toutes les valeurs des cotes en bleu, elles sont déjà mises en place dans le calcul, mais en vrai, si vous faites le calcul, vous allez simplement dessiner les forces en couleurs vert, bleu, jaune, brun, orange, rose et mauve. Vous mettez votre point O, et puis après, vous décidez quelle force est stabilisante, quelle force est déstabilisante, et puis vous calculez un par un vos bras de levier en bleu, que vous allez annoter dans le schéma. Moi, je vous donne le produit fini, mais je vous explique le cheminement de comment vous allez faire pour arriver au même résultat que moi. Ça va? Donc d'abord, on dessine les forces en couleur, en s'aidant des valeurs qu'on a calculées au préalable. Ensuite, on dessine le point O. On regarde comment les forces vont faire tourner le mur, soit vers les terres, soit vers le vide. On choisit donc dans ce cas-là quelles sont celles qui sont stabilisantes et les autres qui sont déstabilisantes. Et puis je calcule les valeurs des bras de levier en bleu. D'accord? Alors, pour ce qui est des forces stabilisantes et déstabilisantes, on va faire un petit dessin assez simple. Quelle est la force qui est stabilisante? C'est quand, au départ du point O, vis-à-vis de son bras de levier, elle fait tourner le mur dans le sens vers le gros massif de terre qui est là-bas. Ça, ce sera considéré comme étant un moment stabilisant. Donc si la force fait tourner le mur vers le massif de terre et que cette force est prise par rapport à son bras de levier au départ du point O ici, si ça fait tourner le mur vers le massif de terre, c'est considéré comme stabilisant. Si à l'inverse ici, votre mur part vers
le vide par là, c'est considéré comme étant un moment qui est déstabilisant. Voilà. Bon, c'est pas écrit de manière propre, je suis désolé, mais je fais ce que je peux avec les moyens du bord, comme on dit. Donc voilà, ça va. Alors ici, on va le faire, si vous voulez, ce listing assez simplement ensemble. Et on va se dire, d'abord, on va commencer par au-dessus. Et on descend. Alors, le 120, il fait tourner, comme vous le voyez, vers le côté rouge. Donc c'est déstabilisant, le 120. Le 78, ça fait tourner vers le côté vert, c'est stabilisant. Le 16 et D, comment savoir? On va regarder son bras de levier. C'est ceci, c'est 1m10. Donc ça descend, je mets au même niveau que le point haut, et je fais tourner, j'avance avec ma flèche, elle fait tourner le moment dans le sens comme ceci. Donc je répète, je fais descendre la force, elle arrive au même niveau que le point haut, elle continue, et elle fait tourner vers la droite, donc je suis dans les moments stabilisants, pas de problème. Le 71, 88, poussée horizontale. Là, ici, je fais tourner, j'arrive au point haut, je continue vers le sens rouge, c'est déstabilisant. Le 26, 16, c'est le même concept que le 16 et D. Je descends jusqu'à la ligne avec le point haut, je suis à 1m35, et je tourne, et j'arrive au moment stabilisant. Donc le 26 et D sera stabilisant. Le 235, c'est la même chose, je descends jusqu'à la ligne où il y a le point haut, je tourne, je fais 72, et autour de haut, j'irai dans le sens vert, stabilisant, pas de problème. Jusqu'à présent, les deux seules forces stabilisantes que j'ai envisagées dans le calcul, c'est le 71-88 et le 120. Tout le reste, c'est stabilisant. Il n'y a que ces deux-là qui sont déstabilisantes. Alors, pour ce qui est du 71-75, le poids du mur, je descends, boum, j'arrive là, je suis à 1m68, hop, je tourne, tel quel. Donc, au-delà des distances bleues, ça n'a rien à voir, on n'a pas besoin des distances bleues pour savoir si la force amène un moment stabilisant ou déstabilisant. Mais c'est juste pour comprendre dans quel sens ça tourne. Alors le 41-29, boum, ça arrive là, je tourne autour de haut, je tournerai dans le sens vert, c'est stabilisant. Le 17-16, j'arrive à la ligne avec haut, et qu'est-ce que je fais? Je continue de tourner, et j'arrive dans le sens stabilisant. Donc on voit qu'en fait, toutes les forces sont stabilisantes, sauf deux, le 120 ici au-dessus, et la poussée à 71-88. C'est les deux seules forces qui sont déstabilisantes. Tout le reste est stabilisant. Quand j'ai fait ça, vous voyez, j'ai mis à côté de chaque force, donc chaque bras de levier, qui correspond au numéro de la force, j'ai mis un petit S pour stabilisant et un petit D pour déstabilisant. À partir de là, je dois calculer maintenant tous les bras de levier de toutes mes forces. Alors il y en a qui sont très faciles à calculer et d'autres parfois un peu moins. Alors pour calculer le bras de levier de la force 1, alors la force 1, je reprends numériquement la valeur dans l'ordre des choses. La force 1, elle est ici dans votre listing, c'est le poids du mur. D'accord ? Alors pour calculer la valeur du bras de levier et du poids du mur, le poids du mur, le mur il est composé de deux corps simples, un écran vertical et une semelle horizontale. Donc pour calculer le bras de levier, je vais devoir m'aider de ce qu'on a vu ensemble dans les systèmes d'équilibre et comment on faisait pour calculer une coordonnée d'un corps complexe par rapport à son centre d'équilibre. On utilisait la formule ici par rapport à votre slide 95. Le XG, c'est 1 sur la surface totale fois la somme de toutes les surfaces des corps simples que vous allez décomposer fois la coordonnée en X de son centre de gravité à ce corps simple. Alors nous ici, la surface totale, il suffit de la calculer, c'est 2,87 m, c'est pas compliqué, on l'a calculé quand on a cherché le poids total de notre mur. Le SI que vous voyez ici, c'est la surface de la semelle, ici, fois la coordonnée en X de ma semelle, qui est à la moitié de la longueur de 4,05, donc je suis à 2,025 mètres. Puis après, il y a l'écran. L'écran, sa surface, c'est 5 mètres fois 0,25. Et fois, ici, 1,225. Pourquoi ? J'ai ici la distance de 1,10 m plus la moitié de 0,25 cm
de 0,25 m, donc c'est 12,5 cm. Donc, vous voyez, je rajoute 12,5 cm à 1,10 m et j'obtiens 1,225 m. Le résultat de ça m'amène à 1,68 m. Et le 1,68 m, je sais que mon poids du mur arrivera à 1,68 m. Ça va? Pour ce qui est de la force numéro 2, alors la force numéro 2, c'est, dans le listing, le poids des terres sur la semelle côté droit, ici. Là, je suis avec un trapèze vertical. Et ce que je cherche en fait la distance qui sépare cette force de 235 kN au point O. J'arrive ici à 2,72. Comment est-ce que j'ai trouvé le 2,72? Je suis au 4,05 m moins tout ça. Alors, je vais vous l'expliquer, ce calcul, avant, par un schéma. Je vais prendre ici ceci. D'accord? Je vais vous remettre un peu le contexte. On est ici avec un mur. Bon, je dessine comme je peux, le plus proprement possible, comme ceci. D'accord? Et derrière, j'ai un trapèze de terre qui s'appuie dessus, comme ça. Voilà. J'ai un point O qui est mon centre de rotation pour le renversement ici. D'accord? Enfin oui, O, j'ai fait quelque chose de pas très propre là. Voilà, point O. Et moi, je sais que la composante de la force ici, qui est mon poids des terres à droite, comme ceci, elle s'applique où cette composante de force? On va réfléchir autrement. On va prendre finalement ce trapèze, d'accord, et on va le renverser. On va le mettre à l'horizontale, d'accord? Je prends le même trapèze, mais je le mets à l'horizontale. Je vais avoir ça, ça, ça et ça. Voilà. La force, là, poids des terres à droite, elle va devenir maintenant comme ceci, horizontale. Voilà. Et c'est mon poids des terres à droite. Alors, si je réfléchis bien dans le schmilblick, au final, et je vais vous le mettre en parallèle ici par rapport à ceci, regardez, voilà. Je vais essayer de mettre les deux en parallèle, je ne sais pas si j'arriverai. Voilà. Ici, j'avais un trapèze à l'horizontale. Et j'ai calculé, moi, la hauteur, on le voit ici, on le voit peut-être pas des masses, voilà. J'ai calculé la hauteur H1, qui était la coordonnée en Y du centre de gravité de mon trapèze. Et je l'ai calculé par cette formule-là. A, c'est la petite base, B, c'est la grande base. Et H, la hauteur totale, la hauteur verticale totale de mon trapèze. Mais moi, en fait, le H, c'est ceci. C'est la hauteur verticale qui vaut 2,70 m. C'est cette distance-là, quoi. La distance ici, je ne sais plus de mémoire, j'ai inventé c'était 4,60 m. On va imaginer, je ne sais plus, j'ai inventé de ça. 4,60 m. Et ici, je crois, de mémoire, c'était 5,08. Puisque ce grand côté de 5,08, je le couche à plat, il est là. Mais au final, en fait, pour savoir où s'applique cette force résultante, j'ai qu'à imaginer que cette force résultante s'applique au niveau de la cote à la valeur Y du centre de gravité G de mon trapèze. Donc, on réfléchit de manière un peu plus large et on prend de la hauteur par rapport à notre calcul. On se dit, cette force en bleu s'applique au niveau de la ligne où passe le centre de gravité G. À quelle distance je suis par rapport à la grande base? Je suis à la distance H1, ici, que moi j'ai matérialisé par YG, c'est la même chose, et que je vais calculer par cette formule-là. 2 fois 4,60 plus 5,08 divisé par 4,60 plus 5,08 fois la hauteur, 2,70 m, divisé par 3.
Et quand j'ai cette valeur YG qui est ici, c'est ça cette valeur-là en fait, cette distance-là, elle est là, YG. Et j'ai qu'à me dire, moi ce que je recherche, c'est quoi au final? Moi ce que je recherche, c'est la distance, que je vais vous mettre ici en mauve, c'est la distance qui va du point O jusqu'à ma force, poids d'éther à droite en bleu. C'est cette distance X, moi, que je recherche. Pour trouver cette distance X, comment est-ce que je vais faire? De manière assez simple. Je sais que toute la largeur, ou la longueur, on va dire, de ma semelle, comme ceci, de mémoire, c'est 4,50 m, je ne sais plus, je crois que ça doit être ça, mais de mémoire, ça doit être ça. Même si c'est différent, mais peu importe. C'est le concept qui prédomine. Je vais faire la longueur totale en orange, j'invente 4,50, moins la distance rose que je viens de trouver, le YG, et ça me donnera la distance que je recherche de 2,72 m en mauve. Ça va? Donc, ça, pour moi, c'est l'étape la plus compliquée dans votre calcul des différents bras leviers pour les différentes forces que vous avez calculées au préalable. C'est pour moi l'étape la plus compliquée parce qu'elle fait appel à ce sens mathématique et de dire, voilà, on tourne dans un sens le trapèze, on calcule son centre de gravité, il faut comprendre et savoir que cette force bleue s'applique au centre de gravité, on le calcule par la formule ici en rouge. Quand j'ai sa valeur, qu'est-ce que j'en fais? Parce que ça sert à me dire, voilà, la force, le poids d'éther à droite, là, ça s'applique à X distance. Oui, mais c'est pas le centre de gravité, la distance. La distance que je cherche, c'est X. Comment la trouver? En faisant la longueur totale de la semelle moins ce centre de gravité-là. Ça va? Donc c'est comme ça qu'on peut arriver à trouver. Ah oui, c'est pas 4,50, c'est 4,05. Je suis désolé. Voilà, c'est moi qui me suis gouré dans la valeur, mais ça reste le même concept. C'est la longueur de la base moins la coordonnée du centre de gravité de votre trapèze. Ok? Alors, pour ce qui est de la butée, la force numéro 3, en jaune, j'ai 1,20 m de terre, d'accord? Si je représente simplement, comme on le voit ici, je vais le dessiner en rouge, ça va? Si je représente le diagramme de pression de butée, je vais avoir un triangle. C'est un triangle de pression de butée qui s'applique là à gauche de mon mur. Et pour savoir où passe la résultante de la butée vis-à-vis de mon diagramme triangulaire, ça s'applique au tiers de la hauteur. Et un tiers de la hauteur totale, c'est un tiers d'un mètre 20, ça fait 40 cm. D'accord? Donc ici, vous avez un tiers tel quel. Alors pour le bras levé de la force 4, ça c'est le 5,40 m, c'est la force de 120 kN là dans le câble. Donc là, il suffit d'aller voir l'énoncé, j'ai pas de plus-value à vous donner ça. Pour la force 5, alors la force 5, comme vous le voyez ici tel quel, c'est le poids d'éther à gauche. Là, je vous ai fait le petit schéma, et je ne sais pas si c'est bien lisible ici. La partie horizontale où s'applique le poids d'éther, c'est 1,10 m. Ça s'applique au milieu, donc à savoir à 55 cm. Et comme le point O est pris au départ de la gauche des 1,10 m, c'est à 55 cm, à la moitié des 1,10 m. Ça va? Pour ce qui est de Px, donc les 71 ici tel quel, même chose, ce serait exactement la même chose. Si je représente ici le tracé du diagramme des pressions, je vais les mettre en jaune, ça va? On démarre de 0 parce qu'il n'y a pas de surcharge, la pression démarre à 0 ici en dessous. C'est un triangle de pression, comme ceci. Ça s'applique, cette force résultante de poussée horizontale, à un tiers de la hauteur totale, d'accord? Donc à un tiers de la hauteur ici, et donc ça s'appliquerait à 1,67 m. Ça va? Donc là aussi, même chose, c'est un tiers de la hauteur. Ici,
Pour ce qui est de la force 6, je viens de le dire, la force 7, c'est PY. Donc PY, où ça s'applique, c'est les 26 ED. C'est à 1 mètre, je crois que c'est 1 mètre 10, plus 25 cm d'épaisseur de voile. Ça s'applique juste derrière le voile à 1 mètre 35, ici. Pour ce qui est TX, TY, vous voyez, TX, ça s'applique dans la partie supérieure du mur, donc en distance, c'est à 4 mètres 40 par rapport à O. Et ici, TY, c'est juste devant à 1 mètre 10, tel quel comme on le voit ici. Quand j'ai fait donc maintenant ceci, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous voyez, partout, les forces que j'avais mises avant en S, en vert pour dire qu'elles sont stabilisantes, je vais multiplier chacune des forces fois son bras de levier. Donc la force 1, je vais faire 71, 75 fois 1,68. La force 2, ce sera les 235 fois son bras de levier 2,72 m. Et même chose, etc. pour chacune des forces stabilisantes. Et vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Bams, 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 et bams. Bon, il n'y avait pas assez de longueur d'écriture, donc j'ai dû un petit peu griffonner sur le côté ici. Mais voilà, au moins vous avez l'entièreté de tous les moments stabilisants. Et je fais la même chose avec les 2D. Je fais la force 4, donc 120 fois 5 mètres 40, plus la composante horizontale de la poussée, 71,88 fois 1,67 m, son bras de levier. J'obtiens cette valeur-là pour la somme des moments stabilisants et cette valeur-là pour la somme des moments déstabilisants. Quand j'ai fini ça, le critère au renversement me dit quoi? Le critère au renversement, il me dit simplement, tel quel, si je reprends ici votre slide y correspondant, voilà, il me dit que, ceci, je n'arrive pas à mettre ici l'élément, c'est dommage, il me dit, voilà, je vais essayer de le mettre tel quel, voilà, que la somme des moments stabilisants sur la somme des moments déstabilisants doit être plus grand ou égal à 1,5. Donc ça, nous on le fait, la somme des moments stabilisants sur les déstabilisants, je divise les deux, comme mis dans l'énoncé là, et j'arrive à 1,54, donc pas de problème, je suis juste au-dessus du coefficient common qui est de minimum 1,50, je suis à 1,54, j'ai 4 centièmes de plus-value, c'est déjà bien, et c'est déjà ça ici que je peux prendre en compte dans le calcul. Donc là ici, le critère de résistance au renversement est bien respecté, et c'est la valeur que j'ai entourée. Alors il arrive ensuite le deuxième critère qui est celui au glissement. Et donc là, par rapport au glissement, je vous avais dit, on compare deux forces, la force sollicitant le glissement et la force résistante. Donc ici, quand je calcule ma force résistante, c'est la première chose. Je vais devoir appliquer la formule à l'adhérence du sol sous la semelle. Est-ce qu'on me donne l'adhérence? Je reprends l'énoncé. Et je vous avais dit que ça avait une influence, cette adhérence ici. Hop, vous voyez, sous ici l'élément, donc sous la semelle, j'ai bien une cote d'adhérence qui est fournie ici. Alors j'ai oublié, et ça il faudra le mettre dans votre énoncé, que l'angle de frottement interne ici, phi, donc je vais le mettre ici en bleu ici, l'angle de frottement interne phi, il vaut lui aussi 30 degrés. Donc ça, il faudra le rajouter ici dans votre énoncé. J'ai oublié de le mettre, ça va. Mais je donne l'adhérence, mais j'ai oublié de donner l'angle de frottement interne. Donc l'adhérence A, on l'a, elle est à 45 kN par mètre. B, c'est la largeur de votre semelle ici, il suffit d'additionner les cotes. Alors plus N fois tangente de delta, N c'est la composante, donc c'est la composante verticale de la résultante, c'est la somme de toutes vos forces verticales, et dans toutes les forces que j'ai dessinées sur le schéma rendu libre, je vais additionner toutes les forces verticales. S'il y avait eu des forces verticales vers le haut, à la fin de toutes ces valeurs ici, j'aurais enlevé, donc j'aurais fait moins la valeur de la force qui monte vers le haut. Ça va? Alors c'est fois tangente de delta, et delta c'est la rugosité qu'il y a
entre la face inférieure de la semelle et le sol sous votre semelle. Et bien là, ici, on prend les 2/3 de phi. Lequel phi? Celui du sol qui est en dessous de votre semelle, uniquement. Là, ici, je suis à 2/3 de 30 degrés. J'arrive à 315 et la force T, elle, dans le critère, c'est la somme des forces horizontales. Et là, vous voyez, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que si je reprends mon schéma rendu libre ici au-dessus, en force verticale, j'en ai qui vont à gauche et j'en ai qui vont à droite. C'est pas grave. Je vais prendre simplement celles qui sont à gauche, je vais les additionner et attention, je vais soustraire celles qui vont vers la droite. C'est tout. Alors on dit, monsieur, est-ce que ça aurait eu une importance si, par exemple, moi, j'avais fait le signe inverse? J'aurais dit moins 120, moins 71, plus 78, plus 41. Je vais le faire en direct, et comme ça, on va le faire ensemble. On va faire donc 78, 25, plus 41, 29, moins 120, moins 71, 88. Et là, j'arrivais à moins 72, 34. Vous voyez qu'en fait, le fait qu'il y ait un moins, c'est juste une question d'interprétation du sens que vous choisissez dans la direction horizontale positive et négative. Mais comme nous, le t, on va toujours prendre la valeur absolue, que vous fassiez les signes moins dans un sens ou dans l'autre, ça changerait au schmilblick. Ce sera exactement la même chose. Donc nous, ici, la valeur de t, que vous ayez pris les signes dans un sens ou dans l'autre, ça ne changeait pas la valeur numérique. Donc là, dans mon cas, moi, j'ai calculé la force T, qui est la composante horizontale de la résultante. Je vais chercher mon critère ici au glissement. Je dois avoir FR, la force qui résiste au glissement sur T, qui doit être supérieure ou égale à 2. Vous voyez ici, FR sur T, j'ai bien une valeur qui est supérieure ou égale à 2. Donc pas de problème, mon critère il est respecté. Ça va? Donc, premier critère au renversement, respecté. Critère au glissement, respecté. On va passer maintenant au troisième et dernier critère, celui de la pression au sol. Donc là, notre but, c'est simplement être capable de vérifier que la pression que le mur exerce sous l'ensemble des forces au sol, via sa semelle, n'est pas supérieure à ce que la semelle peut reprendre en pression maximale. C'est juste ça le but. Le but, il est très simple. C'est juste de vérifier si la pression qu'on envoie au sol par l'ensemble des forces via la semelle, c'est inférieur à la pression que notre sol peut reprendre. Alors pour ça, comme vous le voyez dans les cas de figure que je vous avais expliqué en classe, on doit, dans ce critère, calculer les deux étapes. La première étape, on va calculer l'excentricité de la résultante, pour voir où s'applique la résultante. Et ça, on change le centre des moments, on le fait passer au milieu de la base, ici, le point C. Et je recalcule, suivant la convention de signe qui est disposée ici sur votre droite, que je choisis. D'accord? Que j'impose, donc que je choisis. Je calcule tous les moments de toutes les forces par rapport au point C. Donc ça veut dire que tous les bras de levier des forces horizontales, donc les bras de levier verticaux qui correspondent aux forces horizontales, ces bras de levier verticaux, ils ne changent pas. Qu'on passe du point O, le centre des moments pour le renversement, au point C, au milieu de la base pour le critère à la pression au sol, le bras de levier, il ne changera pas. Donc ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas, et ça ne change pas. Qu'est-ce qui va changer? C'est tous les bras de levier horizontaux correspondant aux forces verticales. Donc, les endroits où s'appliquent les forces verticales ne changent pas, d'un point de vue réel, mais par rapport à notre centre des moments, par rapport au point C, oui, la distance n'est plus la même. Et c'est ça qu'on va calculer. Donc comment on va calculer ici notre compte? On va prendre tous les bras de levier qu'on avait calculés au préalable, et on va enlever à tous ces bras de levier qu'on avait calculés au préalable, la moitié de la longueur totale de ma base. Donc le calcul est là, c'est simple. Je ne touche pas aux bras de levier verticaux, ça, ils resteront les mêmes. Par contre, je reprends toutes les forces verticales. Par rapport à cette force verticale,
je regarde le bras de levier que j'avais dans le premier critère, et à la valeur que j'ai calculée, je lui enlève la moitié de la longueur de ma base. Alors il est possible que vous ayez des valeurs qui deviennent dans ce cas-là négatives. Pourquoi ? Parce que le moment dans ce sens-là, si je prends le cas du poids du mur, je vais tourner comme ça autour de C. Et si je tourne comme ça veut dire que je tourne dans le sens opposé au sens des moments positifs. Donc c'est normal que mon moment deviendra négatif par la présence du moins dans le bras de levier. Ça va ? Par contre, si je prends le 235, il tournait comme ça par rapport au point O, au point C, il va tourner autour de lui de la même manière, avec un bras de levier plus petit, mais son sens restera positif. Le bras de levier de la force 3, la butée ne change pas, c'est un bras de levier vertical. Force 4, les 5,40, la force du tirant à 120, la force du câble à 120, ça ne change pas, donc j'y touche pas. Alors ici, pour ce qui est de la force 5, donc les 0,55 ici, c'est par rapport au poids des terres à gauche, là, même chose, je vais tourner autour de C dans ce sens-là, et si je tourne dans ce sens-là, c'est dans le sens opposé au signe du moment que je choisis, donc le moins ici, dans le bras de levier de la force 5, vous amènera un moment négatif. Force 6, poussée horizontale, ne change pas. Ici, la force 7 est moins 0,675. Vous le voyez, c'est ici. Ça va ? C'est pour votre tirant vertical. Donc la même chose, ça fait tourner dans le sens opposé au sens positif. Donc ça vous amènera le moment en négatif. Force 8, ici tel quel, ça ne changera pas. Et pour le bras de levier de la force 9, là ici vous amenez une valeur négative. Alors je suis désolé là, par rapport à la convention de signe, c'est pas totalement établi, sinon je peux essayer de dézoomer pour avoir l'entièreté des annotations. Ça on verra. Je vous ai mis en rouge tous les moments qui sont dans le respect de ma convention de moment positif. Donc ça c'est en rouge. Donc vous prenez simplement le jour de l'examen votre force fois le bras de levier, vous mettez entre parenthèses et vous mettez un signe plus devant la parenthèse. C'est tout. D'accord ? Pour ce qui est des forces qui font tourner le mur dans le sens négatif, comme vous le voyez ici, ça je les ai mis en jaune. Donc j'ai repris toutes les forces fois leur bras de levier et j'ai regardé si elles faisaient tourner le mur dans le sens positif ou négatif. C'était dans le sens négatif et donc j'ai juste mis des moins devant les parenthèses. Donc le jour de l'examen, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est le conseil que je vous donne, et le conseil, comme on dit, on le dit simplement qu'une fois, sinon ça ne devient plus un conseil. J'écrirai entre parenthèses chaque fois la force fois son bras de levier, et les bras de levier, je les ai calculés ici. Je ne m'occupe pas des signes à poser devant les parenthèses. Okay ? J'écris simplement chaque fois la parenthèse force fois son bras de levier correspondant, et après, je me fais mon petit memento à droite positif, à gauche négatif, et je vais essayer de mettre correctement le signe correspondant au moment, ici, devant les parenthèses. Je multiplie toutes mes parenthèses, d'accord ? Je regarde les signes, je les additionne ou je les soustrais. J'arrive ici à moins 326,85 kN fois mètre, et je vais calculer l'excentricité comme je vous l'ai apprise ici, en faisant la somme des moments par rapport au milieu de la base, les moins 326, divisé par la somme des forces verticales, qui est votre M qu'on a calculé dans le critère au glissement. Et bien là, j'arrive à moins 0,89 mètres. Et ces moins 0,89 mètres, si je les prends en valeur absolue, est-ce que ça m'amènera, comme on le voit ici dans mon calcul, une résultante qui vient être posée dans le tiers central ou pas ? Il faut que je calcule. B sur 6, donc la moitié de mon tiers central, c'est 4,05 sur 6. Je suis à 67,5 cm. Donc, par rapport au milieu, je suis à 67 cm à gauche ou à droite, dans le tiers central au max. Le problème, c'est que moi, je suis à 89 cm. Donc déjà, je suis au-dessus de cette valeur de 67,5. Donc ça veut dire que je sors
du noyau central, donc je suis soit à droite ou à gauche. Dans le tiers à gauche ou dans le tiers à droite. Ben, le moins ici que j'ai, comme excentricité est négative, hein, je vais vous le mettre ici en épaisseur un peu plus grande, vous le voyez comme ça, mais comme excentricité est négative, la résultante est à gauche de votre milieu. Donc la résultante, elle est ici. Ça va? À plus ou moins 15 gros centimètres à gauche dans ce tiers-ci. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, ben, je ne suis plus dans le cas d'application numéro 1, je suis dans le cas d'application numéro 2, puisque dans ce cas-là, je sors, mon excentricité sort du tiers central, et ça amène une résultante de toutes les forces hors de mon tiers central. Donc dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir calculer uniquement la valeur de la pression max ici dans notre calcul, et cette valeur de pression max, elle est calculée ici par 2 fois n sur 3i, où i, je le prends ici en faisant la moitié de la base, d'accord, 2,025, moins la valeur absolue de l'excentricité. Et là, ben, j'arrive à une valeur i que je vais réinjecter dans la formule ici, où j'ai 2 fois n sur 3 fois i là-bas. Alors cette distance i, comme je vous avais dit en classe, cette distance i me permet, quand je la multiplie par 3, de savoir la longueur sur laquelle je vais avoir la pression envoyée par la résultante via la face à faire de la semelle sur le sol. Donc c'est que sur cette distance de 3 fois i que vous allez avoir une pression sur notre sol, avec une pression maximale qui est ici sigma 2 à 215,52 kN là-bas. Ça va? Alors pour calculer ensuite la contrainte de référence, on prend les 3 quarts de sigma 2, hein, c'est ce que je vous avais annoté et visualisé ici. Les 3 quarts de sigma 2 doivent être inférieurs à notre contrainte admissible. La contrainte admissible, c'est ce que je vous avais donné dans l'énoncé, les 2,3 kg par centimètre carré, hein, c'est ici dans l'énoncé. Voilà, en bleu ciel, ici les 2,3, c'est moi qui vous le donne le jour de l'examen. Cette valeur-là doit être plus grande que les 3 quarts de la pression sigma 2. Alors, si je reviens ici tel quel, voilà. Ici, est-ce que c'est le cas? Oui, on voit que la contrainte de référence est bien plus petite que les 2,3 kg par cm carré. Attention aux unités, hein, donc je le répète encore une fois pour que ce soit clair dans toutes les têtes, c'est que cette unité-là, que je donne dans l'énoncé, elle est différente de ce que vous avez calculé ici. Donc, attention qu'entre les deux, cette différence d'unité, elle doit être compensée. Et c'est pour ça qu'ici, on recompense et on rebalance avec les 230 kN par mètre carré. Donc, est-ce que le critère de vérification à la pression du sol est respecté? Oui, puisque la pression de référence est plus petite que la pression admissible de votre sol. Alors, si ça n'avait pas été le cas, ça veut dire que voilà, votre semelle de mur et le mur, il part légèrement et il s'enfonce ici à gauche. Ça, c'est problématique. Parce qu'on doit avoir normalement une assise suffisamment grande horizontale pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de taux d'inclinaison de la semelle dans le sol. Avec ça, comme vous le voyez, on aurait eu besoin, par exemple, de mettre soit ici des fondations profondes pour compenser cet apport de charge plus important vers des sols plus porteurs. C'est un travail spécifique, mais ça aurait été faisable. On aurait pu faire aussi des micropieux qui viennent s'ancrer ici, en tête, ici dans la semelle, et on aurait mis une armature de liaison entre les deux. Ça va? Alors la dernière chose qu'on visualisait ici, je vais essayer de vous le zoomer pour que ce soit plus clair pour tout le monde. On me demandait la résultante R ici en intensité. Alors cette résultante R, je voulais ici calculer en schéma là-bas. Donc c'est la racine carrée par Pythagore de la composante verticale de toutes les forces N qui s'appliquent sur le mur au carré, plus la composante horizontale de T, toutes les forces horizontales qui s'appliquent ici au carré par rapport à notre mur. Alors l'angle epsilon, c'est l'inclinaison de cette résultante, hein, c'est l'arc tangente de N sur T, et on voit que l'arc tangente de N sur T m'amène à un angle qui est à 78 degrés,
presque 79, donc presque à la verticale. Je suis à 89 cm à gauche du milieu, à gauche du centre. Donc c'est là que je représente ma résultante dont l'intensité a été calculée ici à 374, on va dire, kN. Et j'exerce une pression maximale de 215 kN par mètre carré qui correspondrait à 2,15 kg par centimètre carré. Donc c'est un peu comme s'il y avait 2 paquets de sucre, on va mettre ça à échelle réelle, 2 paquets de sucre sur un petit carré de 1 cm par 1 cm. Et c'est ça la pression réelle que vous allez exercer sur votre sol. Ça va ? Par rapport ici à un des critères, s'il n'avait pas été respecté, j'ai pris ici l'exemple de la pression au sol, soit c'est des pieux ou des micro-pieux qui viendraient être positionnés ici. On aurait pu imaginer peut-être une solution avec une bêche si vraiment on était à fleur avec une fondation qui n'était pas, un sol qui n'était pas bon, et on aurait eu très très vite en dessous un sol un peu plus porteur directement. Là on aurait pu déblayer un peu plus bas, faire un décaissement et aller remettre une épaisseur un petit peu plus grosse de notre radier. Ça aurait permis d'avoir un meilleur taux de résistance au glissement et au renversement. On aurait eu un point de mur un peu décalé ici, on aurait eu moins de valeur de force stabilisante par rapport aux déstabilisantes, et ça aurait dû être vérifié. Donc ça c'est un petit paramètre puisqu'on n'avait pas beaucoup de marge d'erreur, si je ne m'abuse, sur le critère au glissement, au renversement. On avait 4 centièmes, donc on aurait eu un point un petit peu plus grand. Donc en ayant un point un petit peu plus grand, en le décalant avec le centre de gravité un peu à gauche, est-ce que ça aurait peut-être décompressé et compensé négativement ceci, et que les 4 centièmes auraient été mangés, qu'on aurait été juste en dessous à la limite des 1,50, ça c'est un calcul à faire, ça je sais pas vous dire. Franchement, j'ai pas fait le calcul ici tel quel, mais ça aurait pu être envisagé. Ça va ? Donc, ceci clôture votre résolution d'exercice numéro 3 dans votre chapitre 6, de votre livre d'exercice. C'est pas un petit exercice, c'est quand même un exercice relativement long, d'accord ? Ça demandait pas mal de concentration et de mise en valeur de concepts, de théorie aussi en parallèle avec ça. Mais ce qu'il faut vraiment être attentif, c'est pour moi le plus compliqué dans votre résolution, c'était le calcul de ce bras de levier-ci. Celui-là, le bras de levier de la force 2, que j'avais mis en évidence par le dessin dans Paint ici. C'est vraiment ça pour moi l'aspect le plus difficile de résolution dans votre calcul. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à refaire cet exercice et à refaire les exercices supplémentaires que vous avez dans votre bouquin d'exercices. Vous me l'envoyez après par l'école virtuelle et je vous réponds sans problème pour essayer de vous résoudre ça. Ça va ? Voilà, ceci clôture votre résolution. Je vous souhaite une bonne journée à tous et un bon travail. Merci et au revoir.